Ceci est un livre audio autogénéré par Google. Livre Le fantôme de l'opéra. Par Gaston Leroux. Avant-propos. Où l'auteur de ces singuliers ouvrages raconte au lecteur comme il fut conduit à acquérir la certitude que le fantôme de l'opéra a réellement existé. Le fantôme de l'opéra a existé. Ce ne fut point, comme on l'a cru longtemps, une inspiration d'artiste, une superstition de directeur, la création falote des cervelles excitées de ces demoiselles du corps de ballet, de leur mère, des ouvreuses, des employés du vestiaire et de la concierge. Oui, il a existé, en chair et en os, bien qu'il se donnât toutes les apparences d'un vrai fantôme, c'est-à-dire du nombre. J'avais été frappé dès l'abord que je commençais de compulser les archives de l'Académie nationale de musique par la coïncidence surprenante des phénomènes attribués aux fantômes, et du plus mystérieux, du plus fantastique des drames, et je devais bientôt être conduit à cette idée, que l'on pourrait peut-être rationnellement expliquer celui-ci par celui-là. Les événements ne datent guère que d'une trentaine d'années, et il ne serait point difficile de trouver encore aujourd'hui, au foyer même de la danse, des vieillards fort respectables, dont on ne saurait mettre la parole en doute, qui se souviennent comme si la chose datait d'hier, des conditions mystérieuses et tragiques qui accompagnèrent l'enlèvement de Christine Daae accent aigu, la disparition du vicomte de Chagny, et la mort de son frère aîné le comte Philippe, dont le corps fut trouvé sur la berge du lac qui s'étend dans les dessous de l'opéra, du côté de la rue Scribe. Mais aucun de ces témoins n'avait cru jusqu'à ce jour devoir mêler à cette affreuse aventure le personnage plutôt légendaire du fantôme de l'opéra. La vérité fut lente à pénétrer mon esprit troublé par une enquête qui se heurtait à chaque instant à des événements qu'à première vue on pouvait juger extraterrestres. Et plus d'une fois, je fus tout près d'abandonner une besogne où je m'exténuais à poursuivre, sans la saisir jamais, une vaine image. Enfin, j'eus la preuve que mes pressentiments ne m'avaient point trompé, et je fus récompensé de tous mes efforts, le jour où j'acquis la certitude que le fantôme de l'opéra avait été plus qu'une ombre. Ce jour-là, j'avais passé de longues heures en compagnie des Mémoires d'un directeur, œuvre légère de ce trop sceptique Moncharmin qui ne comprit rien pendant son passage à l'opéra, à la conduite ténébreuse du fantôme, et qui s'en gaussa tant qu'il put, dans le moment même qu'il était la première victime de la curieuse opération financière qui se passait à l'intérieur de l'enveloppe magique. Désespéré, je venais de quitter la bibliothèque quand je rencontrai le charmant administrateur de notre Académie nationale, qui bavardait sur un palier, avec un petit vieillard vif et coquet, auquel il me présenta allègrement. Monsieur l'administrateur était au courant de mes recherches, et savait avec quelle impatience j'avais en vain tenté de découvrir la retraite du juge d'instruction de la fameuse affaire Chagny, Monsieur Faure. On ne savait ce qu'il était devenu, mort ou vivant, et voilà que de retour du Canada, où il venait de passer 15 ans, sa première démarche à Paris avait été pour venir chercher un fauteuil de faveur au secrétariat de l'opéra. Ce petit vieillard était Monsieur Faure lui-même. Nous passâmes une bonne partie de la soirée ensemble, et il me raconta toute l'affaire Chagny telle qu'il l'avait comprise jadis. Il avait dû conclure, faute de preuves, à la folie du vicomte et à la mort accidentelle du frère aîné, mais il restait persuadé qu'un drame terrible s'était passé entre les deux frères, à propos de Christine Daae accent aigu. Il ne sut me dire ce qu'était devenu Christine, ni le vicomte. Bien entendu, quand je lui parlais du fantôme, il ne fit qu'en rire. Lui aussi avait été mis au courant des singulières manifestations qui semblaient alors attester l'existence d'un être exceptionnel, ayant élu domicile dans un des coins les plus mystérieux de l'opéra, et il avait connu l'histoire de l'enveloppe. Mais il n'avait vu dans tout cela rien qui pût retenir l'attention d'un magistrat chargé d'instruire l'affaire Chagny, et c'est tout juste s'il avait écouté quelques instants la déposition d'un témoin qui s'était spontanément présenté pour affirmer qu'il avait eu l'occasion de rencontrer le fantôme. Ce personnage, le témoin, n'était autre que celui que le tout Paris appelait le Persan, et qui était bien connu de tous les abonnés de l'opéra. Le juge l'avait pris pour un illuminé. Vous pensez si je fus prodigieusement intéressé par cette histoire du Persan. Je voulus retrouver, s'il en était temps encore, ce précieux et original témoin. Ma bonne fortune reprenant le dessus, je parvins à le découvrir dans son petit appartement de la rue de Rivoli,
qu'il n'avait point quitté depuis l'époque, et où il allait mourir 5 mois après ma visite. Tout d'abord, je me méfiais. Mais quand le persan m'eut raconté avec une candeur d'enfant, tout ce qu'il savait personnellement du fantôme, et qu'il m'eut remis en toute propriété les preuves de son existence, et surtout l'étrange correspondance de Christine Daae accent aigu, correspondance qui éclairait d'un jour si éblouissant son effrayant destin, il ne me fut plus possible de douter. Non, non. Le fantôme n'était pas un mythe. Je sais bien que l'on m'a répondu que toute cette correspondance n'était peut-être point authentique, et qu'elle pouvait avoir été fabriquée de toutes pièces par un homme, dont l'imagination avait été certainement nourrie des contes les plus séduisants, mais il m'a été possible heureusement, de trouver de l'écriture de Christine en dehors du fameux paquet de lettres et par conséquent, de me livrer à une étude comparative qui a levé toutes mes hésitations. Je me suis également documenté sur le persan, et ainsi j'ai apprécié en lui un honnête homme, incapable d'inventer une machination, qui eût pu égarer la justice. C'est l'avis du reste des plus grandes personnalités qui ont été mêlées de près ou de loin à l'affaire Chagny, qui ont été les amis de la famille, et auxquels j'ai exposé tous mes documents, et devant lesquels j'ai déroulé toutes mes déductions. J'ai reçu de ce côté les plus nobles encouragements, et je me permettrai de reproduire à ce sujet quelques lignes qui m'ont été adressées par le général D. Monsieur, je ne saurais trop vous inciter à publier les résultats de votre enquête. Je me rappelle parfaitement que quelques semaines avant la disparition de la grande cantatrice Christine Daae accent aigu, et le drame qui a mis en deuil tout le faubourg Saint-Germain, on parlait beaucoup au foyer de la danse, du fantôme. Et je crois bien que l'on n'a cessé de s'en entretenir qu'à la suite de cette affaire qui occupait tous les esprits, mais s'il est possible, comme je le pense après vous avoir entendu, d'expliquer le drame par le fantôme, je vous en prie, monsieur, reparlez-nous du fantôme. Si mystérieux que celui-ci puisse tout d'abord apparaître, il sera toujours plus explicable que cette sombre histoire où des gens mal intentionnés ont voulu voir se déchirer jusqu'à la mort 2 frères qui s'adorèrent toute leur vie. Croyez bien, etc. Enfin, mon dossier en main, j'avais parcouru à nouveau le vaste domaine du fantôme, le formidable monument dont il avait fait son empire, et tout ce que mes yeux avaient vu, tout ce que mon esprit avait découvert, corroborait admirablement les documents du persan, quand une trouvaille merveilleuse vint couronner d'une façon définitive mes travaux. On se rappelle que dernièrement, en creusant le sous-sol de l'opéra, pour y enterrer les voix phonographiées des artistes, le pic des ouvriers a mis à nu un cadavre. Or, j'ai eu tout de suite la preuve que ce cadavre était celui du fantôme de l'opéra. J'ai fait toucher cette preuve de la main à l'administrateur lui-même. Et maintenant, il m'est indifférent que les journaux racontent qu'on a trouvé là une victime de la Commune. Les malheureux qui ont été massacrés lors de la Commune, dans les caves de l'opéra, ne sont point enterrés de ce côté, je dirais où l'on peut retrouver leurs squelettes, bien loin de cette crypte immense où l'on avait accumulé pendant le siège toutes sortes de provisions de bouche. J'ai été mis sur cette trace en recherchant justement les restes du fantôme de l'opéra, que je n'aurais pas retrouvé, sans ce hasard inouï, de l'ensevelissement des voix vivantes. Mais nous reparlerons de ce cadavre et de ce qu'il convient d'en faire. Maintenant, il m'importe de terminer ce très nécessaire avant-propos, en remerciant les trop modestes comparses qui, tel monsieur le commissaire de police Mifroid, jadis appelé aux premières constatations lors de la disparition de Christine Daae accent aigu, tel encore monsieur l'ancien secrétaire Rémy, monsieur l'ancien administrateur Mercier, monsieur l'ancien chef de champ Gabriel, et plus particulièrement madame la baronne de Castelot-Barbezac, qui fut autrefois la petite Meg, et qui n'en rougit pas, la plus charmante étoile de notre admirable corps de ballet, la fille aînée de l'honorable madame Géry, ancienne ouvreuse décédée de la loge du fantôme, me furent du plus utile secours et grâce auquel je vais pouvoir avec le lecteur, revivre dans leurs plus petits détails, ces heures de pur amour et d'effroi. 1. Est-ce le fantôme? Ce soir-là, qui était celui où MM Debienne et Poligny, les directeurs démissionnaires de l'opéra, donnaient leur dernière soirée de gala, à l'occasion de leur départ, la loge de la Sorelli, un des premiers sujets de la danse, était subitement envahie par une demi-douzaine de ces demoiselles du corps de ballet, qui remontaient de scène après avoir dansé Polyeucte. Elles s'y précipitèrent dans une grande confusion,
les unes faisant entendre des rires excessifs et peu naturels, et les autres des cris de terreur. La sœur Élie, qui désirait être seule un instant pour repasser le compliment qu'elle devait prononcer tout à l'heure au foyer, devant elle-même. Debienne et Poligny avaient vu avec méchante humeur toute cette foule étourdie se ruer derrière elle. Elle se retourna vers ses camarades, et s'inquiéta d'un aussi tumultueux émoi. Ce fut la petite Jam, le nez cher à Grévin, des yeux de myosotis, des joues de rose, une gorge de lys, qui en donna la raison en 3 mots, d'une voix tremblante qu'étouffait l'angoisse. « C'est le fantôme !» Et elle ferma la porte à clé. La loge de la sœur Élie était d'une élégance officielle et banale. Une psyché, un divan, une toilette et des armoires en formaient le mobilier nécessaire. Quelques gravures sur les murs, souvenirs de la mère, qui avait connu les beaux jours de l'ancien opéra de la rue Le Pelletier. Des portraits de Vestris, de Gardel, de Dupont, de Bigottini. Cette loge paraissait un palais aux gamines du corps de ballet, qui étaient logées dans des chambres communes, où elles passaient leur temps à chanter, à se disputer, à battre les coiffeurs et les habilleuses, et à se payer des petits verres de cassis ou de bière ou même de rhum jusqu'au coup de cloche de l'avertisseur. La sœur Élie était très superstitieuse. En entendant la petite Jam parler du fantôme, elle frissonna et dit « Petite bête !» Et comme elle était la première à croire aux fantômes en général et à celui de l'opéra en particulier, elle voulut tout de suite être renseignée. « Vous l'avez vu ?» interrogea-t-elle. « Comme je vous vois », répliqua en gémissant la petite Jam, qui, ne tenant plus sur ses jambes, se laissa tomber sur une chaise. Et aussitôt la petite Géry, des yeux pruneaux, des cheveux d'encre, un teint de bistre, sa pauvre petite peau sur ses pauvres petits os, ajouta. « Si c'est lui, il est bien laid. »« Oh ! Oui, fit le chœur des danseuses. Et elles parlèrent tout ensemble. Le fantôme leur était apparu sous les espèces d'un monsieur en habit noir, qui s'était dressé tout à coup devant elles, dans le couloir, sans qu'on pût savoir d'où il venait. Son apparition avait été si subite, qu'on eût pu croire qu'il sortait de la muraille. « Bah !» fit l'une d'elles qui avait à peu près conservé son sang-froid, « vous voyez le fantôme partout. » Et c'est vrai que depuis quelques mois, il n'était question à l'opéra que de ce fantôme en habit noir qui se promenait comme une ombre, du haut en bas du bâtiment, qui n'adressait la parole à personne, à qui personne n'osait parler et qui s'évanouissait, du reste, aussitôt qu'on l'avait vu, sans qu'on pût savoir par où ni comment. Il ne faisait pas de bruit en marchant, ainsi qu'il sied à un vrai fantôme. On avait commencé par en rire et par se moquer de ce revenant habillé comme un homme du monde, ou comme un croque-mort, mais la légende du fantôme avait bientôt pris des proportions colossales dans le corps de ballet. Toutes prétendaient avoir rencontré plus ou moins cet être extra-naturel, et avoir été victimes de ses maléfices. Et celles qui en riaient le plus fort, n'étaient point les plus rassurées. Quand il ne se laissait point voir, il signalait sa présence ou son passage, par des événements drôlatiques ou funestes, dont la superstition quasi générale le rendait responsable. Avait-on à déplorer un accident? Une camarade avait-elle fait une niche à l'une de ces demoiselles du corps du ballet? Une houppette à poudre de riz était-elle perdue? Tout était de la faute du fantôme de l'opéra. Au fond, qui l'avait vu? On peut rencontrer tant d'habits noirs à l'opéra, qui ne sont pas des fantômes. Mais celui-là avait une spécialité, que n'ont point tous les habits noirs. Il habillait un squelette. Du moins, ces demoiselles le disaient. Et il avait naturellement une tête de mort. Tout cela était-il sérieux? La vérité est que l'imagination du squelette était née de la description qu'avait faite du fantôme Joseph Buquet, chef machiniste, qui, lui, l'avait réellement vu. Il s'était heurté, on ne saurait dire nez à nez car le fantôme n'en avait pas, avec le mystérieux personnage dans le petit escalier qui, près de la rampe, descend directement au-dessous. Il avait eu le temps de l'apercevoir une seconde, car le fantôme s'était enfui, et avait conservé un souvenir ineffaçable de cette vision. Et voici ce que Joseph Buquet a dit du fantôme, à qui voulait l'entendre. Il est d'une prodigieuse maigreur et son habit noir flotte sur une charpente squelettique. Ses yeux sont si profonds, qu'on ne distingue pas bien les prunelles immobiles. On ne voit en somme, que 2 grands trous noirs comme au crâne des morts. Sa peau qui est tendue sur l'ossature comme une peau de tambour, n'est point blanche, mais vilainement jaune.
Son nez est si peu de chose qu'il est invisible de profil, et l'absence de ce nez est une chose horrible à voir. 3 ou 4 longues mèches brunes sur le front et derrière les oreilles font office de chevelure. En vain Joseph Buquet avait-il poursuivi cette étrange apparition. Elle avait disparu comme par magie, et il n'avait pu retrouver sa trace. Ce chef machiniste était un homme sérieux, rangé, d'une imagination lente, et il était sobre. Sa parole fut écoutée avec stupeur et intérêt, et aussitôt, il se trouva des gens pour raconter qu'eux aussi avaient rencontré un habit noir, avec une tête de mort. Les personnes sensées qui eurent vent de cette histoire affirmèrent d'abord que Joseph Buquet avait été victime d'une plaisanterie d'un de ses subordonnés. Et puis, il se produisit coup sur coup des incidents si curieux et si inexplicables, que les plus malins commencèrent à se tourmenter. Un lieutenant de pompiers, c'est brave. Ça ne craint rien, ça ne craint surtout pas le feu. Eh bien, le lieutenant de pompiers en question, qui s'en était allé faire un tour de surveillance dans les dessous, et qui s'était aventuré, paraît-il, un peu plus loin que de coutume, était soudain réapparu sur le plateau, pâle, effaré, tremblant, les yeux hors des orbites, et s'était quasi évanoui dans les bras de la noble mère de la petite Jam. Et pourquoi ? Parce qu'il avait vu s'avancer vers lui, à hauteur de tête mais sans corps, une tête de feu. Et je le répète, un lieutenant de pompiers, ça ne craint pas le feu. Ce lieutenant de pompiers s'appelait Papin. Le corps de balai fut consterné. D'abord cette tête de feu ne répondait nullement à la description qu'avait donnée du fantôme Joseph Buquet. On questionna bien le pompier, on interrogea à nouveau le chef machiniste, à la suite de quoi, ces demoiselles furent persuadées que le fantôme avait plusieurs têtes dont il changeait comme il voulait. Naturellement, elles imaginèrent aussitôt qu'elle courait les plus grands dangers. Du moment qu'un lieutenant de pompiers n'hésitait pas à s'évanouir, Coryphée et Rat pouvaient invoquer bien des excuses à la terreur, qui les faisait se sauver de toutes leurs petites pattes, quand elles passaient devant quelques trous obscurs d'un corridor mal éclairé. Si bien que, pour protéger dans la mesure du possible le monument voué à d'aussi horribles maléfices, la Sorelli elle-même, entourée de toutes les danseuses et suivie même de toute la marmaille des petites classes en maillot, avait, au lendemain de l'histoire du lieutenant de pompiers, sur la table qui se trouve dans le vestibule du concierge, du côté de la cour de l'administration, déposé un fer à cheval que quiconque pénétrant dans l'opéra, à un autre titre que celui de spectateur, devait toucher avant de mettre le pied sur la première marche de l'escalier. Et cela sous peine de devenir la proie de la puissance occulte, qui s'était emparée du bâtiment, des caves au grenier. Ce fer à cheval comme toute cette histoire du reste, hélas, je ne l'ai point inventé, et l'on peut encore aujourd'hui le voir sur la table du vestibule, devant la loge du concierge, quand on entre dans l'opéra par la cour de l'administration. Voilà qui donne assez rapidement un aperçu de l'état d'âme de ces demoiselles, le soir où nous pénétrons avec elles dans la loge de la Sorelli. C'est le fantôme, s'était donc écriée la petite Jam. Et l'inquiétude des danseuses n'avait fait que grandir. Maintenant, un angoissant silence régnait dans la loge. On n'entendait plus que le bruit des respirations haletantes. Enfin, Jam s'étant jetée avec les marques d'un sincère effroi jusque dans le coin le plus reculé de la muraille, murmura ce seul mot. « Écoutez !» Il semblait en effet, à tout le monde qu'un frôlement se faisait entendre derrière la porte. Aucun bruit de pas. On eût dit d'une soie légère, qui glissait sur le panneau. Puis plus rien. La Sorelli tenta de se montrer moins pusillanime que ses compagnes. Elle s'avança vers la porte et demanda d'une voix blanche. « Qui est là ?» Mais personne ne lui répondit. Alors, sentant sur elle tous les yeux qui épiaient ses moindres gestes, elle se força à être brave et dit très fort. « Il y a quelqu'un derrière la porte ?»« Oh ? Oui. Oui, certainement, il y a quelqu'un derrière la porte, » répéta ce petit pruneau sec de Meg Giry, qui retint héroïquement la Sorelli par sa jupe de gaze. « Surtout n'ouvrez pas. Mon Dieu, n'ouvrez pas. » Mais la Sorelli, armée d'un stylet qui ne la quittait jamais, osa tourner la clé dans la serrure et ouvrir la porte, pendant que les danseuses reculaient jusque dans le cabinet de toilette et que Meg Giry soupirait. « Maman, maman. » La Sorelli regarda dans le couloir, courageusement. Il était désert, un papillon de feu dans sa prison de verre,
jetait une lueur rouge et louche au sein des ténèbres ambiantes, sans parvenir à les dissiper. Et la danseuse referma vivement la porte, avec un gros soupir. Non, dit-elle, il n'y a personne. Et pourtant nous l'avons bien vu, affirma encore Jam en reprenant à petits pas craintifs sa place auprès de la Sorelli. Il doit être quelque part par là, à rôder. Moi, je ne retourne point m'habiller. Nous devrions descendre tout au foyer, ensemble tout de suite pour le compliment, et nous remonterions ensemble. Là-dessus, l'enfant toucha pieusement le petit doigt de corail qui était destiné à la conjurer du mauvais sort. Et la Sorelli dessina, à la dérobée, du bout de l'ongle rose de son pouce droit, une croix de Saint-André sur la bague en bois qui cerclait l'annulaire de sa main gauche. La Sorelli, a écrit un chroniqueur célèbre, est une danseuse grande, belle, au visage grave et voluptueux, à la taille aussi souple qu'une branche de saule. On dit communément d'elle que c'est une belle créature. Ses cheveux blonds et purs comme l'or couronnent un front mat au-dessous duquel s'enchâssent 2 yeux d'émeraude. Sa tête se balance mollement comme une aigrette sur un cou long, élégant et fier. Quand elle danse, elle a un certain mouvement de hanche indescriptible, qui donne à tout son corps un frissonnement d'ineffable langueur. Quand elle lève les bras et se penche pour commencer une pirouette, accusant ainsi tout le dessin du corsage, et que l'inclinaison du corps fait saillir la hanche de cette délicieuse femme, il paraît que c'est un tableau à se brûler la cervelle. En fait de cervelle, il paraît avéré qu'elle n'en eut guère. On ne le lui reprochait point. Elle dit encore aux petites danseuses. « Mes enfants, il faut vous remettre. Le fantôme ? Personne ne l'a peut-être jamais vu. » « Si. Nous l'avons vu tout à l'heure, » reprirent les petites. « Il avait la tête de mort et son habit, comme le soir où il est apparu à Joseph Buquet. » « Et Gabriel aussi l'a vu, fit Jam, pas plus tard qu'hier, hier dans l'après-midi, en plein jour. » « Gabriel, le maître de chant ? » « Mais oui. Comment, vous ne savez pas ça ? Et il avait son habit, en plein jour. » « Qui ça ? Gabriel ? » « Mais non. Le fantôme ? » « Bien sûr qu'il avait son habit, » affirma Jam. « C'est Gabriel lui-même qui me l'a dit. C'est même à ça qu'il l'a reconnu. Et voici comment ça s'est passé. Gabriel se trouvait dans le bureau du régisseur. Tout à coup, la porte s'est ouverte. C'était le persan qui entrait. Vous savez si le persan a le mauvais œil ? Oh ? Oui, répondirent en chœur les petites danseuses, qui, aussitôt qu'elles eurent évoqué l'image du persan, firent des cornes au destin avec leur index et leur auriculaire allongés, cependant que le médium et l'annulaire étaient repliés sur la paume, et retenus par le pouce. Et si Gabriel est superstitieux, continua Jam, cependant il est toujours poli, et quand il voit le persan, il se contente de mettre tranquillement sa main dans sa poche et de toucher ses clés. Eh bien, aussitôt que la porte s'est ouverte devant le persan, Gabriel ne fit qu'un bond du fauteuil où il était assis jusqu'à la serrure de l'armoire, pour toucher du fer. Dans ce mouvement, il déchira à un clou tout un pan de son paletot. En se pressant pour sortir, il alla donner du front contre une patère et se fit une bosse énorme. Puis, en reculant brusquement, il s'écorcha le bras auparavant près du piano. Il voulut s'appuyer au piano, mais si malheureusement que le couvercle lui retomba sur les mains et lui écrasa les doigts. Il bondit comme un fou hors du bureau, et enfin prit si mal son temps en descendant l'escalier, qu'il dégringola sur les reins toutes les marches du premier étage. Je passais justement à ce moment-là, avec maman. Nous nous sommes précipités pour le relever. Il était tout meurtri, et avait du sang plein la figure, que ça nous en faisait peur. Mais tout de suite il s'est mis à nous sourire et à s'écrier « Merci mon Dieu !» d'en être quitte pour si peu. Alors, nous l'avons interrogé, et il nous a raconté toute sa peur. Elle lui était venue de ce qu'il avait aperçu, derrière le persan, le fantôme avec la tête de mort comme l'a décrit Joseph Buquet. Un murmure effaré salua la fin de cette histoire au bout de laquelle Jam arriva tout essoufflée, tant elle l'avait narrée vite, comme si elle était poursuivie par le fantôme. Et puis il y eut encore un silence qu'interrompit à mi-voix la petite Giry, pendant que, très émue, la Sorelli se polissait les ongles. Joseph Buquet ferait mieux de se taire, énonça le pruneau. Pourquoi donc qu'il se tairait ? Lui demanda-t-on.
C'est l'avis de Man, répliqua Meg, tout à fait à voix basse cette fois-ci, et en regardant autour d'elle comme si elle avait peur d'être entendue d'autres oreilles que de celles qui se trouvaient là. Et pourquoi que c'est l'avis de ta mère? Chut! Man dit que le fantôme n'aime pas qu'on l'ennuie. Et pourquoi qu'elle dit ça, ta mère? Parce que rien. Cette réticence savante eut le don d'exaspérer la curiosité de ces demoiselles, qui se pressèrent autour de la petite Jiry, et la supplièrent de s'expliquer. Elles étaient là, coude à coude, penchées dans un même mouvement de prière et d'effroi. Elles se communiquaient leur peur, y prenant un plaisir aigu qui les glaçait. J'ai juré de ne rien dire, fit encore Meg dans un souffle. Mais elles ne lui laissèrent point de repos, et elles promirent si bien le secret que Meg, qui brûlait de désir de raconter ce qu'elle savait, commença, les yeux fixés sur la porte. Voilà. C'est à cause de la loge. Quelle loge? La loge du fantôme. Le fantôme a une loge? À cette idée que le fantôme avait sa loge, les danseuses ne purent contenir la joie funeste de leur stupéfaction. Elles poussèrent de petits soupirs. Elles dirent: Oh! Mon Dieu, raconte, raconte! Plus bas, commanda Meg. C'est la première loge numéro 5, vous savez bien, la première loge à côté de l'avant-scène de gauche. Pas possible. C'est comme je vous le dis. C'est Man qui en est l'ouvreuse. Mais vous me jurez bien de ne rien raconter? Mais oui, va. Eh bien. C'est la loge du fantôme. Personne n'y est venu depuis plus d'1 mois, excepté le fantôme, bien entendu, et on a donné l'ordre à l'administration de ne plus jamais la louer. Et c'est vrai que le fantôme y vient? Mais oui. Il y vient donc quelqu'un? Mais non. Le fantôme y vient, et il n'y a personne. Les petites danseuses se regardèrent. Si le fantôme venait dans la loge, on devait le voir, puisqu'il avait un habit noir et une tête de mort. C'est ce qu'elles firent comprendre à Meg, mais celle-ci leur répliqua. Justement. On ne voit pas le fantôme. Et il n'a ni habit ni tête. Tout ce qu'on a raconté sur sa tête de mort et sur sa tête de feu, c'est des blagues. Il n'a rien du tout. On l'entend seulement quand il est dans la loge. Man ne l'a jamais vu, mais elle l'a entendu. Man le sait bien, puisque c'est elle qui lui donne le programme. La Sorelli crut devoir intervenir. Petite Jiry, tu te moques de nous. Alors, la petite Jiry se prit à pleurer. J'aurais mieux fait de me taire, si Man savait jamais ça, mais pour sûr que Joseph Buquet a tort de s'occuper de choses qui ne le regardent pas. Ça lui portera malheur, Man le disait encore hier soir. À ce moment, on entendit des pas puissants et pressés dans le couloir, et une voix essoufflée qui criait. Cécile. Cécile, es-tu là? C'est la voix de maman, fit Jam. Qu'y a-t-il? Et elle ouvrit la porte. Une honorable dame, taillée comme un grenadier poméranien, s'engouffra dans la loge et se laissa tomber en gémissant dans un fauteuil. Ses yeux roulaient, affolés, éclairant lugubrement sa face de brique cuite. Quel malheur, fit-elle. Quel malheur. Quoi? Quoi? Joseph Buquet. Eh bien. Joseph Buquet. Joseph Buquet est mort. La loge s'emplit d'exclamations, de protestations étonnées, de demandes d'explications effarées. Oui, on vient de le trouver pendu dans le 3e dessous. Mais le plus terrible, continua haletante la pauvre honorable dame, le plus terrible est que les machinistes qui ont trouvé son corps prétendent que l'on entendait autour du cadavre comme un bruit qui ressemblait au chant des morts. C'est le fantôme, laissa échapper comme malgré elle la petite Jiry, mais elle se reprit immédiatement, ses poings à la bouche. Non, non, je n'ai rien dit, je n'ai rien dit. Autour d'elle, toutes ses compagnes, terrorisées, répétaient à voix basse. Pour sûr. C'est le fantôme. La Sorelli était pâle. Jamais je ne pourrais dire mon compliment, fit-elle. La maman de Jam donna son avis en vidant un petit verre de liqueur qui traînait sur une table. Il devait y avoir du fantôme là-dessous. La vérité est qu'on n'a jamais bien su comment était mort Joseph Buquet. L'enquête, sommaire, ne donna aucun résultat en dehors du suicide naturel. Dans les mémoires d'un directeur, M. Moncharmin, qui était l'un des 2 directeurs succédant à MM. Debienne et Poligny, rapportent ainsi l'incident du pendu.
Un fâcheux accident vint troubler la petite fête que MM. Debienne et Poligny se donnaient pour célébrer leur départ. J'étais dans le bureau de la direction quand je vis entrer tout à coup Mercier, l'administrateur. Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.